ici j'ai un récepteur satellite, donc de marque Atlas HD 200S. Là il est branché. Voilà, il est branché. Le problème c'est qu'il s'allume pas tout simplement, il s'allume pas du tout. Voilà. Il ne s'allume pas. Donc comme on voit là, ils ont eu la bonne idée quand même, en général sur les appareils là, la partie alimentation est même pas séparée de la partie logique en fait. Et là ils l'ont séparé. Donc ça c'est la carte d'alim et puis ça c'est la partie logique tout simplement. Donc comme on voit il n'y a pas grand chose. Niveau composant c'est vraiment une alim à découpage, tout ce qui est de plus basique en fait. Donc là je vais quand même enlever les vis pour essayer de vous montrer. Donc c'est du simple couche, simple face. Il n'y a pas de composants de l'autre côté, il n'y a même pas de CMS, rien du tout. Uniquement les pistes des composants donc, qu'on voit ici. On va devoir poser. Bon, écoutez, on va attendre peut-être un petit peu, je vais couper, je vais vous montrer juste pourquoi. En général ça va se décharger un peu plus vite, mais là cette fois-ci, c'est pas le cas. Voilà, donc on a encore un peu plus de 70 volts dans le condensateur. Donc je vais attendre un petit peu, je recoupe ça, étant donné que j'ai pas de résistance de décharge à portée de main. Je coupe ça et puis je reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai attendu quelques minutes histoire que le condensateur se décharge. Donc il reste plus rien dessus, il y a 2 volts de résiduel. Donc je vais un peu expliquer là. Bon, bien qu'on trouve ça un peu partout sur internet, sur YouTube entre autres. Donc on a là le fusible secteur, hein, donc pour limiter au cas où il y aurait une surtension, histoire qu'il n'y ait pas d'autres problèmes après derrière. Là il y a le condensateur de filtrage parasite du 50 Hz du secteur quoi, qui va servir en fait à limiter les perturbations qui pourraient être induites dans le circuit. Ensuite il y a le pont de diode qui est ici, hein, voilà, donc avec les 4 diodes qui sont là, donc il va servir à transformer donc la tension alternative en une tension donc positive continue, donc qui va être aux alentours de 320 volts. Ensuite on a donc le condensateur du primaire, donc qui va servir entre autres de réservoir d'énergie en fait pour le MOSFET, enfin pour le transistor de découpage.
Et puis donc il va servir aussi à avoir une tension de 320 volts, la plus propre possible en fait, la plus régulière possible. Ensuite on a donc le transistor de découpage, là en l'occurrence c'est un MOSFET, il est intégré dans le circuit intégré qui est ici. Souvent il est mis à part en fait, monté sur radiateur ou autre, et donc ça peut être soit un transistor soit un MOSFET. Voilà, donc qui va servir en fait à comment dire, à piloter en fait l'ensemble de la carte en fait, hein. Le circuit intégré là en l'occurrence sert à piloter en quelque sorte la carte. Ensuite on a donc ici là une résistance de puissance, hein, qui va entre autres servir à décharger ce condensateur. Ici le transfo, voilà, donc qui fait l'isolation entre la partie primaire qui est ici et puis la partie secondaire qui est ici. Donc le transistor de découpage, je l'ai pas précisé, qui va servir en fait à hacher la fréquence, le 50 Hz, pour avoir quelque chose d'utilisable par le transfo. Parce que si on utilise le 50 Hz directement dans ce transfo, ça serait tout simplement impossible. Il est sous-dimensionné, il faudrait un transformateur qui serait beaucoup plus gros. Donc on est obligé de hacher la fréquence pour avoir quelque chose d'utilisable par ce transfo. Qui va servir lui-même, le transfo, donc à convertir le 230 volts du secteur en une tension de 5 volts ou 12 ou 24 en fonction. Donc là en l'occurrence c'est du 12 volts. Ensuite on a les diodes de redressement, donc 2 diodes de redressement, et pour finir là, 3 condensateurs de lissage qui vont servir à avoir une tension de 12 volts qui va être encore une fois un petit peu comme le condensateur au primaire, une tension de 12 volts qui va être la plus lissée possible, en sorte d'avoir quelque chose le plus proche possible de 12 volts quoi. Voilà, donc encore une fois comme dit c'est relativement rapide pour tester tout ça, hein. Donc là le fusible est bon. J'ai testé, les 4 diodes là sont ok. Le condensateur, comme vous l'avez vu, hein, il est fonctionnel, hein. Il y avait encore du jus résiduel dessus. La résistance de puissance fait encore son office. Bon là il y a les trois condensateurs, je les ai pas testés, mais bon il y a pas de raison pour qu'ils soient HS. Les 2 diodes de redressement qui sont là, elles sont ok aussi. J'ai testé le transfo, il n'a aucun enroulement de coupé. Le petit transistor qui est ici, j'ai testé aussi, il est bon. Voilà, et puis après bon, il y a quelques diodes diverses ici, là et là. Voilà, elles sont toutes testées ok. Bon, et puis les condensateurs là, comme déjà dit, c'est des condensateurs qui sont relativement solides, ce type de condensateur plastique, donc ça pose pas vraiment de problème. Et donc comme vous voyez, il n'y a vraiment pas d'autres composants de l'autre côté quoi. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand chose en fait. Principalement en fait, dans un souci comme ça, on cherche plutôt à se concentrer sur la partie primaire en fait, donc dans la partie là. Quand on n'a pas d'allumage, quand on n'a pas de voyant de veille, quand il n'y a strictement rien. Et là, bon, en l'occurrence, je vais le changer, donc on va voir ce que ça donne, mais on va dire qu'il y a de très fortes probabilités pour que le problème vienne de ce circuit intégré, donc le top 256 PN pour la référence. Voilà. Alors je vais pas montrer ici comment je suis arrivé à ce résultat, parce que je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui on va dire qui cherchent qui s'inspirent en fait des vidéos pour dépanner leur propre matériel ou autre. Et là en l'occurrence il y a des tensions très fortes qui sont dans cette zone quoi, de l'ordre de plusieurs centaines de volts. Donc encore une fois bon,
on va dire quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, vaut mieux pas toucher, donc je préfère pas expliquer, plutôt montrer au multimètre le raisonnement pour arriver jusque là, je vais simplement l'expliquer en fait. Ici j'ai pu me rendre compte qu'il y avait, on avait de la tension ici aux bornes en sortie du pont de diode, donc on avait une tension qui était tout à fait ce qu'elle devait être, et absolument ici donc là au niveau du connecteur 12 volts en fait, hein, donc qui est directement relié à la carte logique en fait, qui est directement connecté ici. Il n'y avait strictement rien, hein, comme dit, il n'y avait vraiment rien, même pas un volt, il n'y a strictement rien, le courant n'arrive même pas jusqu'ici en fait, hein. Donc comme dit, il faut vraiment se pencher sur la partie primaire. Donc oui, le fusible est bon, au niveau en sortie du pont de diode, on avait bien la tension. Et déjà ici, au niveau des diodes ici, au niveau des diodes qui sont là, pareil, j'avais même pas de tension ici, quoi. Même vraiment au démarrage à peine quand on essaye d'allumer directement le récepteur, il y a vraiment aucune tension ici. Par contre, il y a ici une tension ici. Ce qu'elle devait être, comme dit, aux bornes de la résistance là aussi, et aux bornes de cette diode là, on a aussi ce qu'il faut. Bon, évidemment, le reste on peut pas tester étant donné qu'on n'a pas accès directement aux pattes du composant, hein, tout simplement. Donc à partir de là, bon, on suit tout simplement le circuit en fait, hein, où passe le courant et où il va, etc. Donc là, comme dit, il passe dans le fusible, hein, au niveau du pont de diode, ensuite il descend et puis il arrive là au condensateur, donc au gros condensateur de filtrage du primaire, et ensuite il va, donc bien évidemment il va à la résistance de puissance qui est en dessous, qui est là, il va à cette diode là qui est testée, qui est bonne, et puis qui de toute façon on retrouve bien la tension qu'on devait retrouver. Et il va donc, comme dit précédemment, alimenter en fait le MOSFET qui est à l'intérieur de ce circuit intégré qui est ici. Et donc directement ensuite, après le circuit intégré, on a en fait les composants qui sont là. Voilà, ici, là, qui donnent absolument rien au multimètre en fait, hein, ils donnent vraiment 0 volt. On n'a rien directement après ces broches là, quand on suit le circuit, on se rend compte qu'il n'y a rien en fait, il n'y a pas de tension là. Donc ça laisse présager qu'il y aurait un problème au niveau de ce composant là, étant donné qu'avant en amont de ce composant on a bien les tensions, et dès lors qu'on arrive ici, ensuite on a vraiment plus rien là, on peut regarder où on veut, il y a vraiment à chaque fois 0 volt quoi. Bon, encore en plus de ça, comme dit, il n'y a vraiment pas énormément de composants, donc ça va relativement vite pour déterminer qu'est-ce qui pourrait être la cause du problème, quoi. Donc là, pour être sûr, normalement, pour être sûr de déterminer que c'est bien ce composant le fautif, il faudrait donc mettre un oscilloscope. Bon, maintenant là, on est au primaire, hein. Comme dit, il y a plusieurs centaines de volts qui se baladent là. Il n'est pas question d'aller foutre un oscilloscope ici sans avoir de transfo d'isolement ou de son différentiel pour pouvoir travailler safe, quoi, de façon tranquille, quoi. Étant donné que j'ai pas de ce matériel là, étant donné que j'en aurais pas l'utilité, tout simplement. Si c'est ce genre d'alim, j'en fais pas souvent. Et puis bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus classique d'avoir ce type de composant qui tombe en rade, quoi. Donc du coup je vais pas montrer, mais normalement il faudrait utiliser un oscilloscope pour pouvoir vérifier ce qui rentre et ce qui sort de ce composant là. Maintenant, bon, on court pas grand risque, hein, étant donné qu'il peut pas vraiment y avoir d'autres fautifs. Donc bon, encore une fois, comme dit, il y a 99% de chances que ça résolve le problème. Donc là, ils sont là, voilà. J'en ai commandé 5, mais par rapport au prix, bon, étant donné que ça vaut pas grand chose, j'en ai pris directement 5. Donc je vais le dessouder, je vais monter
un œuf, on va voir ce que ça donne. Faites attention quand vous manipulez ce genre de circuit, c'est relativement sensible aux décharges donc électrostatiques. Donc ensuite il faut prendre les précautions, utiliser un bracelet antistatique ou se mettre à se décharger directement, quoi. Se décharger à la terre évidemment. Et donc bon là je vais couper, je sais pas si je... Là je suis là 11 minutes, ouais, ça va faire un peu long quand même. Ouais, je vais les couper et puis je vais tout simplement mettre un œuf, puis je vous montrerai juste là. Ouais, ou sinon je le mettrai en accéléré. Ouais, bon. Bon, c'est pas trop mal, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc moment de vérité. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et ça s'allume.
Voilà. Impeccable. Bon, je sais pas trop comment il marche ce récepteur, mais bon, voilà, il n'y a pas de raison. Ok, bah c'est tout. Moi, je vais le laisser tourner un petit peu quand même, et puis histoire de. Mais voilà, ça a l'air ok. Je vais quand même remettre aussi là le couvercle, c'est toujours plus pratique. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Voilà. En sachant que bon, il y a quand même d'autres personnes. J'ai un petit peu regardé sur internet. Il y a d'autres personnes qui ont eu des soucis avec ce modèle là, donc l'Atlas HD 200S et puis le modèle HD 100S, je crois. Dont notamment une personne qui a essayé en fait qui trouvait pas la panne et puis qui s'est amusé à changer absolument tous les composants pour résoudre le problème, pour pouvoir continuer à utiliser son appareil, quoi. Et puis le souci venait bien de ce top 256 PN qui était en défaut, quoi. Alors, bah, écoutez, je coupe et puis je vous dis à la prochaine.